Bonjour à tous, on continue notre cycle de vidéos sur Ruby. La dernière fois, on avait regardé pourquoi se lancer dans l'apprentissage de Ruby, l'intérêt du langage. On avait vu l'installation, l'utilisation de la version interactive IRB. Et cette fois-ci, on va regarder les variables et les types de données. Jingle! Alors, un des premiers éléments qu'on apprend quand on commence à travailler sur un nouveau langage, et puis quelque part aussi quand on commence à s'intéresser au langage de programmation, c'est la notion de variable, et puis c'est les types de données qu'on peut manipuler avec le langage. Donc, allons-y. En Ruby, bah donc effectivement, on a des variables, comme dans pratiquement tous les langages informatiques. Ces variables, c'est des containers dans lesquels on peut stocker des données. Encore une fois, il n'y a rien de vraiment spécifique, particulier par rapport aux autres langages. Et effectivement, cette notion de variable, elle est indispensable, essentielle pour pouvoir manipuler l'information qui va être à traiter dans le programme informatique. Donc, ce qui par contre est spécifique à Ruby, c'est la notion de typage dynamique. Effectivement, on n'a pas besoin de faire de déclaration, on n'a pas besoin de spécifier le type de données qu'on va mettre dans une variable. Il suffit effectivement simplement de faire une première affectation avec un type de données particulier, et ça va donc finalement identifier un type de données spécifique à une variable directement par l'affectation. Quelque chose d'essentiel en Ruby, je reviendrai sur le sujet, c'est la notion de passage par référence. En fait, on va voir qu'en Ruby, une variable est en fait une référence sur un objet en mémoire, une instantiation d'un objet en mémoire. Donc cet objet, c'est lui qui va porter un type, et donc la variable n'est qu'une référence vers un objet dans l'espace mémoire de Ruby. Donc en Ruby, quand une variable, ça c'est quand même important de le dire, quand une variable commence par une majuscule, donc on va commencer à voir la première des règles importantes, quand elle commence par une majuscule, il s'agit d'une constante. Alors, les noms de classe, il y a une petite typo, excusez-moi, les noms de classe sont des constantes, et par contre, effectivement, quand on met tout le nom, tout le nom de la variable en majuscule, la totalité des lettres, bah là on parle de constantes explicites, elles sont faites pour stocker des variables, des vraies constantes qu'on va utiliser dans le code de l'application. Alors, nos types de variables. Le premier type, le plus simple, c'est la variable locale, c'est-à-dire la variable dont la portée et le scope d'exécution en cours. Elle s'écrit de la façon la plus simple, c'est-à-dire une chaîne de caractères, enfin un alpha, un ensemble de caractères alphabétiques, voire alphanumériques, commençant par une lettre, et on a l'habitude, il y a des conventions en Ruby, on a plutôt l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le snake case. On donne des noms explicites, et par exemple on fait nom underscore variable. Snake case, c'est le passage par l'underscore et non pas le camel case où on met des majuscules. En Ruby, on utilise le snake case. Ensuite, on a les variables d'instance. Donc, on verra un petit peu plus tard la notion d'objet, mais on a donc effectivement des variables qui sont spécifiques, qui ont une portée qui est l'objet en cours d'exécution et sur lequel on vient exécuter des méthodes. Et l'ensemble de toutes les méthodes de l'objet, on le verra, peuvent utiliser cette variable. Ensuite, donc on les écrit arrobase et puis le nom de la variable. Si on a cette fois-ci deux arrobases, là on verra ça plus tard, on ne va pas les utiliser tout de suite, on va parler de variables de classe. Et ces variables, elles ont la caractéristique d'avoir la même valeur pour l'ensemble des instances d'une même classe. Alors pour le moment, je n'explique pas précisément la notion d'objet, la notion d'instance et la notion de classe. Donc effectivement, on reviendra sur ce principe de variable de classe. Et enfin, il y a un dernier type de variable qu'on utilise très peu, comme dans beaucoup de langages. On a pour habitude de ne pas les utiliser, ou vraiment en dernier recours, quand c'est vraiment strictement nécessaire. Il y a cette notion de variable globale dont le scope est la totalité du programme. Et dans ces cas-là, on les préfixe par un $. Elles sont accessibles par tout élément du programme en cours. Alors, maintenant, effectivement, on va s'intéresser aux mécanismes d'affectation qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec ces variables.
Le plus simple, l'affectation en Ruby, c'est variable égale valeur. On l'avait vu quand on avait regardé le deuxième programme qu'on avait fait, que je vous avais proposé d'essayer en attendant la prochaine vidéo. Donc Ruby est sensible à la casse, on l'a vu, hein, donc effectivement si on utilise des majuscules, ça veut dire qu'on vient potentiellement créer des constantes si c'est la première lettre du nom de variable. Et on va pouvoir effectivement venir affecter une valeur à une variable et donc créer une référence. La variable va devenir une référence à un objet, on verra que les valeurs, par exemple la chaîne de caractères Alice qu'on a devant nous, c'est un objet du type string qui est affecté à la variable name, et donc name est une référence à l'objet string Alice. En Ruby, on peut faire des multi-affectations. On peut écrire des choses du type variable 1, virgule, variable 2, virgule, variable 3 est égal à valeur 1, valeur 2, valeur 3. Et dans cet exemple, en une seule ligne, on vient faire l'affectation de 1 dans A, de 2 dans B et de 3 dans C. Le fonctionnement, c'est qu'effectivement, on vient prendre l'ensemble de l'élément de liste qui est fourni et l'intégrer progressivement, itérativement dans chaque élément défini explicite de l'affectation multivariable. Alors, à quoi ça sert? Alors oui, il y a un cas particulier, on peut très bien faire x et virgule y égale 10, et là, dans ces cas-là, bah, en fait, ça veut dire que d'un côté, j'ai deux éléments, et de l'autre côté, je n'ai qu'un élément, mais malgré tout, on va considérer que c'est une liste de deux éléments dans lequel le deuxième est nul. Donc, nul en Ruby se dit nil parce qu'effectivement on a un objet spécifique de type nil class qui permet de représenter un objet nul. Donc dans notre cas de figure, ce cas particulier, x reçoit 10, mais y ne reçoit pas quelque chose de façon explicite, donc il reçoit un nil de la classe nil class. Alors à quoi ça sert ces affectations multiples? Bah, ça sert potentiellement à faire de l'échange de valeurs sans avoir à faire ça en 3 lignes de code. On va pouvoir faire x égale 5, y égale 10 et on veut remplacer la valeur de x et de y. On va avoir simplement à écrire x, y égale y, x. Et du coup on inverse les valeurs, on vient échanger les références sur les deux containers objets sur lesquels on venait faire cette référence. On peut utiliser des tableaux. Par exemple, on peut... Alors effectivement, on voit, là jusqu'à présent, on avait affecté des entiers, on a vu qu'on pouvait affecter des chaînes de caractères. On peut affecter des listes, des arrays en Ruby, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et par exemple, on a une variable dans laquelle on vient affecter un tableau. On reviendra hein, sur les types de données de façon plus précise un peu plus tard. Donc si je lui dis x, y égale coordinate, il va venir itérer les éléments du tableau pour venir les appliquer dans les variables x et y. Donc là, ça veut dire que si coordinate égale 10, 20, alors x, y égale coordinate, x vaut 10 et y vaut 20. On a un autre exemple intéressant, c'est la capacité... Alors oui, effectivement, en plus, on va voir qu'on peut... On le verra plus tard, mais on peut faire des tableaux qui sont intégralement hétérogènes. Dans une liste, dans un array Ruby, on peut mettre des objets de type complètement différent, puisque en fait, ce array, c'est un array de références, et ces références peuvent pointer sur n'importe quel objet de n'importe quel type. Donc on peut faire les cas d'affectation multiples, on peut faire les échanges de valeurs, comme on a vu, on peut faire la décomposition d'un tableau, et puis effectivement, bah, tout ça, on pourrait l'afficher avec cet exemple. Vous pouvez récupérer une partie du code de ces exemples sur la page dédiée que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo, dédiée au cas d'usage de cette vidéo. Alors, je vous ai mis un petit tableau de synthèse hein, avec affectation simple, affectation avec moins de valeur. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus du principe de la démonstration qu'autre chose. L'échange de valeurs et la décomposition de tableaux. Maintenant, on commence à aller regarder les types de données. Donc, là, je vous ai mis un exemple donc avec un référencement d'un objet string, un référencement d'un entier, un référencement d'un objet du type de true, et qui est en fait un objet du type true class, et puis le référencement sur une variable du type float, avec par exemple pi égale 3,14159.
Si on regarde, effectivement, si on commence à faire ce qu'on appelle de l'introspection et on va voir que comme Ruby est un langage dynamique, on va avoir énormément de méthodes de métaprogrammation et d'introspection. Il y en a une qui s'appelle class, donc on voit qu'effectivement, on va pouvoir utiliser les méthodes sur la référence, c'est-à-dire sur le nom de variable, et on va pouvoir faire un put, ce qui est une méthode qui permet d'afficher une chaîne de caractères avec un retour chariot, pour lui dire affiche-moi name.class. Ensuite, on peut par exemple le faire avec age, isop et puis pi. Et donc cette méthode class va nous dire de quelle classe est l'objet sur lequel on l'exécute. Donc name, c'est un objet du type string. Age, c'est un objet du type integer, comme on l'a dit. ISOP est un objet du type true class, et puis pi est un objet du type float, comme donc string chaîne de caractères, integer entier. True class, ce sont des objets spécifiques du langage Ruby, et float, c'est une variable, enfin c'est un nombre à virgule flottante. Donc chaîne de caractères, entier, booléen. Alors oui, effectivement, booléen, on voit que le booléen en Ruby n'existe pas vraiment. Il y a true class et false class qui sont la matérialisation d'un objet faux ou d'un objet vrai. Je réinsiste, c'est extrêmement important hein. En Ruby, toute variable est une référence. Donc, et tout passage de paramètres sera un passage par référence. On va voir dans les méthodes, quand on va regarder les méthodes, qu'il n'y aura pas 30 000 façons de passer des paramètres. Il ne va pas y avoir de notion de passage par valeur ou de passage ou passage par référence. Il n'y aura que des passages par référence. Donc maintenant, on regarde les chaînes de caractères. On va commencer à regarder les types un peu plus en profondeur. Le premier exemple qu'on va faire, c'est référencer sur la variable greeting. Donc vous voyez, j'essaye de ne pas parler d'affectation, mais de référencement, puisque c'est finalement plus logique en Ruby. On prend par exemple le cas de greeting, donc la variable greeting égale hello. Ça veut dire qu'on vient référencer la chaîne de caractères hello, l'objet du type string hello, sur la référence, sur la variable greeting. On fait pareil, par exemple, avec name, et on va pouvoir effectivement, avec ces chaînes de caractères, commencer à faire des opérations un peu spécifiques. Vous allez voir que en Ruby, il y a très peu de mots-clés et d'opérateurs, mais qu'en fait, ce sont des méthodes. Et ce qui est important de comprendre, on le verra de façon plus précise et plus détaillée, là, je montre un exemple de concaténation, c'est-à-dire venir créer une chaîne de caractères à partir de plusieurs morceaux de chaînes de caractères, et où la valeur en référence de certaines chaînes de caractères. On pourrait croire que plus est un opérateur, et non, c'est une méthode. Et on le verra. En fait, c'est la méthode plus exécutée sur l'objet du type string greeting. Et après, on a par exemple virgule, qui est un objet non référencé du type string, sur lequel on concatène la variable name, sur lequel on concatène l'objet string point d'exclamation non référencé. Donc tout ça va venir créer une concaténation de hello, qui est stocké dans greeting, virgule, qui est statique dans ma concaténation, Ruby, qui est référencé sur la variable name, concaténé sans espace avec un point d'exclamation qui est qui est concaténé. En fait, si vous avez bien compris, le plus est un appel de méthode de la méthode plus qui appartient à un objet string. On le verra de façon encore plus détaillée, ça. En Ruby, on n'utilise pas beaucoup la concaténation, on va lui préférer l'interpolation. C'est-à-dire, on vient effectivement créer une chaîne de caractères et dans lequel on vient mettre des motifs d'interpolation. Donc on le fait avec dièse et des accolades, dans lequel on peut mettre... Donc là, j'ai mis une variable, c'est ce qu'on trouve de la façon la plus courante, mais en fait, on peut interpoler n'importe quelle expression Ruby valide, renvoyant une valeur. Et c'est même particulier parce que si greeting par exemple renvoyait un integer, en fait l'interpolation va aller va faire ce qu'on appelle un autocasting, c'est-à-dire qu'il va pour pouvoir être interpolé du type dans une chaîne de caractères, il va faire en sorte il va regarder si greeting supporte une méthode de casting qui souvent qui s'appelle to underscore quelque chose. Donc là, par exemple, ce serait un to underscore s. Et donc, il ferait finalement l'interpolation de l'expression Ruby greeting.toS qui renvoie une chaîne de caractères si notre greeting était un integer. On regardera, vous pourrez, et vous pouvez d'ores et déjà aller regarder avec Eri pour regarder la documentation d'un objet string ou d'aller sur internet, vous cherchez Ruby string, vous allez rechercher la doc de la version sur laquelle vous vous exécutez. C'est parfaitement indexé sur les moteurs de recherche, donc vous allez trouver. Et puis vous allez effectivement pouvoir constater qu'il existe des méthodes
tout underscore quelque chose qui permettent de faire ce qu'on appelle du casting ou en français du transtypage. Alors, String a énormément de méthodes, mais on retrouve des méthodes courantes. On avait déjà vu chomp, on voit par exemple upcase qui va mettre toute la chaîne en majuscule, downcase qui fait l'inverse, length qui donne la longueur de la chaîne de caractères. Donc c'est intéressant de regarder que par exemple cette méthode length, c'est une méthode d'un objet string qui renvoie un integer. Capitalize qui met la première lettre d'un mot en capital. Il y a énormément d'autres méthodes sur les objets string et la méthode est tout le temps la même. Vous vous rappelez, Ruby est basé sur le principe de moindre surprise. Vous allez sur la doc et vous regardez quels sont les objets qui sont intégrés à un objet. Et effectivement, vous allez retrouver des méthodes qui sont communes et qui respectent ce principe de moindre surprise. Donc, on a vu l'affectation, la concaténation, l'interpolation, l'altération. Et puis là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est de se dire, en Ruby, les méthodes, elles sont portées par les objets. C'est ce que je vous ai dit. Donc, chaque objet vient avec... Alors, enfin, chaque classe vient avec l'ensemble des méthodes, soit de classe, soit d'instance. Alors, pour le moment, on a vu que des méthodes d'instance. Upcase, downcase, len, ce sont des méthodes qui s'exécutent sur un objet, sur une instance. On verra en Ruby qu'on peut aussi avoir des méthodes qui s'exécutent sur la classe elle-même. Donc on va parler de méthode de classe, méthode d'instance. On y reviendra bien plus tard. Et on va voir qu'on peut les lister par introspection. Ruby est un langage dynamique, on a énormément de moyens de métaprogrammation, et typiquement on va avoir une méthode qui s'appelle methods, donc on peut par exemple faire string.methods et il va vous afficher l'ensemble de toutes les méthodes. Vous verrez qu'en fait il vous renverra une liste de symboles, et les symboles on va les voir plus tard. Alors, maintenant regardons les nombres et les opérations mathématiques. Par exemple, on peut faire les opérations sur les entiers. Donc sum égale 5 plus 3, ça va stocker 8, ça va référencer l'objet du type integer dans la référence sum. On peut faire des différences, 10 moins 4, on peut faire des produits, on peut faire des quotients. Donc ces quotients, effectivement, on va par un 10 divisé par 3 qui va stocker un integer, donc il va bien effectivement y avoir une simplification, enfin une réduction sur un entier de la valeur. On peut faire des modulos pour avoir le module d'une division. Et puis après, on peut faire des opérations en décimales. Donc, par exemple, si vous utilisez l'entier 10, on pourrait très bien faire 10 divisé par 3, mais pour qu'effectivement ça vous renvoie une valeur en nombre à virgule, donc un nombre décimal, il va falloir lui dire explicitement 10.0. Et là, directement, Ruby va comprendre que c'est un float, ou alors vous pouvez lui dire 10.toF, qui est la méthode de transtypage d'un entier en nombre à virgule flottante. Et si vous faites 10.toF divisé par 3, vous allez obtenir cette fois-ci la vraie réponse, 3,33333333333. Et pareil, si vous faites 10.2f ou 10.0. Après, vous avez énormément de méthodes sur les entiers. Donc pareil, vous pouvez faire la consultation de la doc, utiliser RI sur le type integer avec un I majuscule, puisque c'est une classe. Vous avez des choses pour savoir si c'est pair, impair, est-ce que c'est intégré dans un intervalle. Il y a énormément. Et puis après, vous avez tous les opérateurs arithmétiques et logiques associés aux entiers. Donc opération sur des nombres à virgule flottante. Et puis maintenant, on va passer à ces fameux symboles. Alors le symbole, c'est un objet spécifique à Ruby. Et il est extrêmement utilisé, et on va le voir, il est utilisé dans les méthodes, il est utilisé dans les hachages, il est utilisé là où on ne veut pas utiliser une chaîne de caractères. Et on va comprendre pourquoi on ne veut pas utiliser cette chaîne de caractères. Parce que du coup, un symbole, c'est une identification immutable ou immuable et unique surtout. C'est-à-dire que pour faire par exemple une clé d'un hachage ou un keyword dans une méthode, on regardera ce que ça veut dire, on veut pas utiliser une chaîne de caractères parce que cette chaîne de caractères, elle va pas être unique. On peut avoir plusieurs chaînes de caractères du mot Toto, par exemple. Alors qu'un symbole, deux points quelque chose, deux points Toto, lui, il va être unique d'un point de vue allocation mémoire pour tout le programme Ruby qu'on est en train d'exécuter. Donc ces symboles, c'est indispensable pour réduire l'empreinte mémoire quand on manipule des structures de données complexes. On les verra plus tard, les structures de données complexes. Donc, les principales caractéristiques, immutables, uniques et rapides. Effectivement, en plus, le code
dans la gestion des hashes, dans la gestion des éléments spécifiques du langage. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, par exemple, les méthodes d'un objet sont identifiées sous forme de symboles, et donc on verra que quand on exécute une méthode sur un objet, en fait, on envoie un message à une classe, enfin à une instance de classe, pardon, un objet, qui lui demande d'exécuter la référence associée à ce symbole. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire, j'y reviendrai dans les autres vidéos. Donc, la différence avec les strings. Une string, elle est modifiable, un symbole, il est non modifiable. La création, il est créé à chaque utilisation. Dès qu'on crée une chaîne de caractères et qu'on la référence, ça fait une copie en mémoire, alors que quand on utilise un symbole, il est créé une seule fois, il est partagé sur l'ensemble du contexte d'exécution. L'usage principal, bon, bah, c'est toutes les opérations pour les strings, c'est toutes les opérations d'affichage, de manipulation de chaîne, c'est tout ce qu'on fait couramment dans les autres langages. Les symboles, ça sert d'identifiant, de clé, de métadonnées, et on va en voir de plus en plus de cas d'usage quand on va avancer sur l'ensemble des vidéos. Et puis bah, la comparaison, on peut faire des comparaisons de chaînes avec l'opérateur double égal. Pour les symboles, on va plutôt utiliser, on va faire de la comparaison par identité, on va s'assurer que l'object ID est le même. On aura peut-être des exemples un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ben voilà, justement, si je les ai mis tout de suite. Imaginons, je référence la chaîne Hello dans str1 et dans str2. On pourrait potentiellement se dire que ça va être la même chaîne. Pas du tout. Ça veut dire que j'ai mis une chaîne Hello, une instance de string de la chaîne Hello dans str1. Je vais référencer dans str1. Et dans str2, je fais la même chose. Maintenant, si je fais sim1 égale 2.hello ou sim2 égale 2.hello, bah là, on va s'apercevoir que str1 est bien égal à str2, c'est bien la même chaîne de caractères. Sim1 égale sim2, c'est le même symbole. Par contre, si je fais str1.objectId et égal str2.objectId, ce sont deux objets différents. C'est donc pas la même instance. Par contre, si je le fais cette fois-ci sur sim1, sim1.objectId égale sim2.objectId, il me dit qu'il y a la même référence en mémoire. Ça n'est qu'un seul objet. Et si j'en avais fait 30 affectations, il n'y aurait quand même qu'un seul symbole. Donc l'usage courant pour les structures de données, on va le voir un peu plus tard, les hachages, les structures du type dictionnaire dans certains langages, ou hachage, ou tableau associatif, il y a beaucoup de nomenclature pour parler de ce genre de choses, où on vient stocker des données du type clé-valeur. Bah, par exemple, personne égale name 2.alice âge 2.30. Ça, c'est une version syntaxiquement raccourcie qui est apparue avec les versions 2 de Ruby, de la définition d'un hachage. Personne égale le symbole name sur lequel on vient faire une association sur l'objet du type string. Et vous voyez effectivement, on voit l'hétérogénéité que supporte parfaitement Ruby. Dans une structure de hachage, il peut y avoir des clés-valeurs qui ne sont pas de même type. Et potentiellement, effectivement, on a le droit de faire des hachages sur lesquels les clés sont des chaînes de caractères. En Ruby, on préférera les symboles pour justement faire de l'optimisation d'un point de vue mémoire. On avait parlé de GreenDev et de GreenIT. En Ruby, pour aller vers le GreenDev, on va utiliser des clés du type symbole. Alors, maintenant, regardons les méthodes et justement cette notion de keyword. On le verra de façon beaucoup plus poussée sur une prochaine vidéo, mais donc déjà il va falloir qu'on introduise les méthodes. On n'a pas encore présenté de façon claire les méthodes, mais on va pouvoir voir qu'on peut passer des paramètres, et ces paramètres, on va pouvoir utiliser ces fameux symboles pour pouvoir gérer de façon beaucoup plus souple les paramétrages des méthodes, et en plus pour pouvoir faire de la définition de prototypes de méthodes explicite. Il va falloir effectivement, dans sa définition comme dans son appel, nommer le keyword qu'on veut utiliser. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le mettre dans l'ordre qu'on veut, puisque ce sont des hachages qu'on va utiliser. Et si vous connaissez un peu les hachages dans les autres langages, l'ordre des clés valeurs dans le hachage n'est pas défini. C'est pas comme une liste où il y a un ordre précis des données. Le hachage, l'ordre n'est pas garanti, et donc effectivement, on peut s'en servir. Cet état de fait va devenir un avantage sur l'utilisation dans les prototypes de méthodes. Donc, pareil, on va énormément utiliser ces symboles dans la métaprogrammation et sur le principe de métadonnées. Par exemple, un nom de méthode, c'est un keyword. Les attributs qu'on envoie à une méthode, ce sont des keywords. Des symboles, pardon. Le nom de méthode est un symbole et les attributs sont des keywords.
Alors, je vais en finir avec cette vidéo je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo où on va parler des structures de contrôle, de tout ce qui va être structures qui permettent de gérer l'algorithmique du programme en Ruby. On va voir la syntaxe et on va effectivement voir que cette syntaxe, elle est très simple et très concise. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.